Oui, je suis tout à fait d'accord, mais du coup, si on veut se positionner sur l'établissement peut-être d'une stratégie, pas forcément commune, mais des principes stratégiques partagés, moi je pense que quand on voit Chine, quand on voit d'autres structures comme ça, c'est des gens qui trichent, qui mentent. Et je dis pas qu'il faut faire comme eux, mais qu'il faut admettre que, en fait, on vit dans un monde où la compétition, elle est jouée avec des règles qu'on n'a pas écrites. Alors pourquoi on devrait les respecter? Et, et c'est un des appels que je fais aux chercheurs. C'est un travail que, du coup, moi, j'ai commencé à faire avec un groupe de recherche de l'INRAE, qui est la responsabilité quelle est la responsabilité des chercheurs depuis les 50-60 dernières années dans la production de normes qui, aujourd'hui, par volonté de créer de la connaissance et de faire avancer l'esprit humain, a bloqué pas mal d'initiatives par la production de normes que ces nouvelles connaissances-là ont créées. Donc, par exemple, dans les enjeux sanitaires, par exemple, le fait d'avoir mis des niveaux de qualité minimum pour l'agroalimentaire, ça c'est super important. Mais par exemple, pour la gestion des déchets, dans mon domaine, le fait de devoir faire monter en température jusqu'à 70-75 degrés une matière pour l'hygiéniser, en fait, vu que la seule connaissance qu'on a, c'est cette connaissance sanitaire-là, mais qu'on n'a pas encore fait assez de recherches sur la capacité des sols eux-mêmes à métaboliser les pathogènes, et en fait, la norme, elle est sur la montée en température. Du coup, ça crée quoi? La nécessité pour beaucoup d'acteurs d'acheter une grosse machine qui est un four hygiénisateur et qui empêche les démarches low-tech comme la nôtre de se perpétuer ou de gagner des parts de marché et de remplacer ces trucs-là à l'échelle d'un territoire. Nous, on a de la chance parce que du point de vue performance et ingénierie, on a réussi à prouver ce qu'on fait. Mais en fait, il y a d'autres endroits où ils viennent pas de 40 ans d'expérience comme mon père comme ingénieur agronome. Il y a des gens qui veulent juste créer un truc qui marche chez eux, mais ils sont bloqués par ça, quoi. Et du coup, quelle est la responsabilité aujourd'hui des chercheurs pour pas refaire les mêmes erreurs enfin, c'est pas vous qui avez fait des erreurs entre guillemets, mais pour pas être récupéré après par le mouvement normatif qui en fait lui est contrôlé par un État centralisateur et qui a pas du tout les mêmes états d'esprit de développement du local décentralisé que nous on essaye de développer. Moi, j'ai une question. Une remarque plutôt, c'est sur les normes. En fait, je ne pense pas que ce soit les chercheurs. Moi, dans les télécoms, c'est tous les acteurs du domaine qui participent aux standards impulsés par l'État, les régulateurs. Mais c'est défini collectivement, quoi. Alors effectivement, pour l'exemple que tu donnes, parce que je pense que ça a dû être pensé à une époque où on avait un certain état de connaissance techno, et bon, il faut que la connaissance a évolué, donc il faut que les standards évoluent, mais ça prend du temps, mais je pense que c'est pas que le chercheur. Je suis pas chercheur. Vous avez une question. Alors, on vous demande juste de parler un petit peu fort, il y a des micros problème. Marion Bernard, doctorante à GESCOP. Moi, j'ai une question sur la question territoire, qui est un de mon territoire aussi de recherche depuis 3 ans. Comment vous définissez ce qu'est le territoire? Parce que je pense qu'intuitivement, les gens l'associent beaucoup à des frontières administratives. J'ai l'intime persuasion que c'est pas l'institution qui fait le territoire. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, fait territoire? Je n'ai pas encore de définition de territoire, c'est pas trop mon domaine de base, donc je découvre pas mal, mais effectivement qu'en fait déjà il y a plusieurs définitions. Il y a déjà des personnes qui se sont penchées en disant sur le lien low-tech et territoire, du coup quelle définition du territoire est en fait pertinente dans ce cadre-là de perspective. Je pense notamment à Émile Burkhardt là, qui doit être quelque part dans la salle là. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de cette notion, c'est que c'est quand même un système très complexe, avec des enjeux autant matériels que immatériels, symboliques, sociaux, etc. Et que du coup, c'est plutôt, je vais dire, un grand bac avec plein de choses dedans dans lesquelles on peut piocher. Mais j'ai pas encore de définition arrêtée par rapport à ça. Et c'est pour ça que, en fait, tous les chercheurs chercheuses justement dans les sciences sociales, en géographie sociale, etc., sont aussi hyper importants
enfin voilà, développer via cette porte-là de recherche, et y compris participer dans les initiatives, par exemple, portées par les Low-Tech Labs ou d'autres, pour apporter cette richesse de cette notion-là. Moi, j'ai pas de définition, ça serait hyper présomptueux. Par contre, on a une approche, nous, à la Fabrique, du territoire. C'est un espace géographique pas administratif, géographique plus ou moins flou. Peu importe là où il s'arrête pas, en fait. Il y a des frontières qui sont pas forcément les mêmes. Espace géographique plus ou moins flou, dans lequel se développent des gens qui y habitent, qui ont une histoire commune, des cultures communes, une approche commune, et qui partagent des points communs. Et ça peut être après plusieurs groupes affinitaires, hein, différents dessus. Mais en gros, nous, on l'approche plutôt comme ça, la notion de territoire vécu. Et nous, à la Fabrique, notre façon de le dire, c'est bassin de vie. Économique, social, géographique et culturel. En gros, on essaie de trouver des points communs sur ces grands paramètres. Et nous, on a exactement la même vision. Mais moi, je le résumais d'une certaine façon. Pour les gens de Saint-Étienne, c'est les gens qui ont eu des grands-parents qui ont été des paysans ou des métayers ou des arrière-grands-parents et qui viennent de cette histoire de l'exode rural et qui, du coup, se sentent investis du sujet alimentaire, déchets, parce qu'ils se rappellent des récits de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et du coup, ils ont l'impression d'être du truc, quoi. Et du coup, cette espèce d'appartenance commune ou qui peut être pas forcément réelle, mais au moins perçue, eh ben, ça fait coopération parce qu'au moins, on est tous dans la même galère de voir nos sols qui ont fait la fierté de nos grands-parents, et ben, ne plus arriver à nous nourrir, quoi. Et du coup, c'est cette urgence-là d'histoire commune qui fait territoire pour moi. Oui, en fait, c'est pour réagir à la question qui avait été posée sur les territoires, parce que donc pour le coup, Nice Lebot, moi j'ai travaillé sur la notion de ville low-tech et de territoire low-tech, et ce qu'on s'est rendu compte dans nos analyses, dont on parlera tout à l'heure, c'est qu'il y a une très forte connivence conceptuelle et intellectuelle entre les approches low-tech et le biorégionalisme, notamment dans ce qui décrit très bien ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le côté prendre soin d'un territoire en commun et d'un territoire qui dans lequel la notion d'écosystème vivant non humain est pris en compte, avec ce qu'on peut aussi appeler le terroir d'une certaine manière, non, pas forcément dans une idée de repli identitaire, mais plutôt dans une idée on se sent appartenir à un territoire, on souhaite en prendre soin et on fait communauté dans une géographie qui est plutôt définie par ses composantes climatiques, géomorphologiques et biologiques. Moi, je le dirais comme ça pour répondre à la question de notre collègue. Je rebondis aussi sur la notion de biorégionalisme, qui est pour moi vraiment un des mécanismes aussi, on va dire, de conception de ce que c'est qu'un territoire low-tech. Ça peut être en fait de s'inspirer d'autres alternatives issus du mouvement technocritique, comme la low-tech en fait est arrivée à ça. Et alors c'est pas exactement le biorégionalisme, mais le cosmolocalisme qui a donné en fait aujourd'hui le mouvement des usines distribuées, qui a en fait été au début pas mal pensé par Wolfgang Sachs, qui était en fait un penseur très proche de Ivan Illich, auquel on rattache une partie du mouvement low-tech. Donc je pense cette partie-là aussi de rapprochement avec d'autres mouvements qui ont déjà pensé de manière alternative le développement territorial, le rapport en fait aux distances, etc., peut être aussi très intéressant, et que effectivement s'inspirer ou se mêler de ces initiatives est aussi une manière en fait de découvrir, d'explorer, de développer ce que c'est la notion de territoire pour la low-tech. Donc on va par là pour préciser quelque chose. J'ai beaucoup parlé, moi, de l'ancrage territorial et notamment la question des besoins du territoire, des habitants, des structures, etc. Pour moi, le territoire, il est aussi important parce qu'il faut aller regarder les ressources du territoire, ressources naturelles, environnementales, etc., mais aussi ressources immatérielles, économiques, historiques et tout ça. Le territoire, ça permet tout ça. Ça permet d'avoir des besoins et ça permet d'avoir des ressources à, j'allais dire, exploiter, non, à utiliser, à mobiliser. J'avais une question parce que en vous écoutant, j'avais l'impression qu'il y avait un peu deux leviers pour aborder la notion de territoire. Vous l'avez mentionné par l'outil productif, les ressources, un peu les composantes géographiques, économiques et le côté plus culturel. Et du coup, nous, on pense avec des entreprises, donc on rentre par le prisme production-objet, et donc vous dites ça charrie beaucoup de choses. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour construire des ponts entre ces deux axes
J'ai l'impression que ça passe beaucoup par l'interpersonnel et par les gens. Mais c'est vrai que, en se disant, quand on est un acteur externe, est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens que vous voyez pour faire ce pont entre ces deux axes-là? Une idée comme ça, c'est, enfin moi, ce qui me fait rêver, c'est toute la partie, on va dire, démocratie technique et la partie participation en fait citoyenne, qui est, je trouve, une manière de lier justement l'aspect, je veux dire, culture et habitants du lieu avec la partie, on va dire, politique, mais qui pourrait aussi venir dans la partie productive. Donc moi, comme ça, c'est plutôt mon rêve de faire ce pont via des démarches participatives, y compris à partir d'entreprises. Peut-être d'autres idées. Pour caricaturer, on pourrait prendre des entreprises comme Michelin, qui sait très bien faire un lien entre son identité territoriale, culturelle et le développement économique. Est-ce qu'il est vrai? Je laisserai à d'autres personnes le discuter, mais comme quoi c'est pas impossible. C'est juste ça que je voulais mettre. Tant qu'à citer un peu des penseurs qui ont fait émerger des idées, moi il y a Karl Polanyi que j'aime bien, qui parle d'ancrage, pas du tout de encastrement, merci beaucoup. Et comme l'économie, en gros, qu'est cet encastrement entre les échanges et la société, le territoire, etc. Et je pense, et je reviens moi à mon idée de la façon dont on développe des initiatives économiques va après être hyper importante de la façon dont vont vivre ces initiatives économiques. Et si tu pars de ton besoin, de tes ressources du territoire, de tes partenaires déjà là, forcément, tu vas avoir des initiatives économiques qui seront hyper connectées avec son territoire, qui seront proches des habitudes de consommation ou des services dont ont besoin la population, qui vont avoir des ancrages avec les fournisseurs locaux parce que c'est comme ça qu'ils ont pensé, donc c'est comme ça qu'ils vont le maximiser. S'ils utilisent la monnaie locale, ça va les forcer aussi à réfléchir à des acteurs ancrés pour travailler avec eux, développer leur écosystème. S'ils sont en SIC et qu'il y a l'institution du territoire qui participe à donner des avis, à dire c'est quoi les problématiques du territoire, bah forcément, ça va aussi influer des logiques, etc., etc. Et pour moi, il y a quand même cette logique-là. Et ça amènera après à ce qu'il y ait aussi un renouveau, on va dire ça comme ça, d'entreprises localisées sur des territoires qui portent des services, qui peut-être aussi je vais pas faire la nostalgie du moment de la révolution industrielle où il y a des grandes industries qui ont incarné des territoires, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est plus que de l'histoire ce truc-là, ça n'existe plus, c'est plus que de la tradition orale, etc. Et les gens qui ont fait ça à l'époque, ils avaient quand même bien compris certaines des logiques dont je parle, un besoin, une ressource localisée, une force de travail présente sur place ou pas, dont il faut aussi prendre soin par du paternalisme industriel, par exemple. Là, je caricature, je dis pas que je suis pour et que je suis pour un retour à 200 ans, mais n'empêche qu'il y a des logiques qui étaient celles de l'époque, qui font que ce que je dis non plus n'est pas complètement désincarné, quoi. Ouais, je souscris complètement, mais par exemple, pour ce qui est de notre territoire ici à Saint-Étienne, les grands patrons qui ont en partie fabriqué la renommée de la ville, qui ont fabriqué même cette école, hein, il y a leur nom devant les amphis, enfin voilà. En fait, leurs enfants, ils se sont barrés à Paris, et puis après, ils ont vendu le capital, et ils sont devenus ils ont financiarisé leur activité. Donc voilà. En fait, ils sont complètement devenus hors sol. Et s'il y a des personnes qui veulent s'engager là-dedans, et si vous, en tant que chercheur, vous cherchez des partenaires, essayez de voir à qui vous parlez avant pour être sûr que ça servira à quelqu'un qui a justement cet ancrage-là territorial et du coup qui a cette identité culturelle, qui saura la diffuser, y compris avec soit ses partenaires, soit dans le cadre de démarches de démocratie technique, ce que tu disais, donner du pouvoir d'agir à ses salariés, quoi, et aux porteurs des savoir-faire. Moi, je suis néro-rurale. Là, je suis pas du tout de Bourg-Argental. Donc, quand on me parle de territoire, toi, tu parles des terres. Moi, ça me parle pas. Je me dis pourquoi je me sens sur mon territoire. Quand on arrivait à Bourg, pourquoi je me suis dit Bourg, ça peut être un endroit pour faire cette entreprise-là. On est dans un village de 3000 habitants, il y avait un Biocop. Donc déjà, je me suis dit, ok, donc les gens, ça fait 6 ans qu'il y a un Biocop. Donc on est en 2020, enfin début 2021, ça veut dire que déjà il y a
il y a quelque chose qui tient la route. Il y a eu une émergence, il y a un marché qui est là toutes les semaines avec 3-4 producteurs bio. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Après, je me suis intéressée au PAT qui a eu lieu sur la Comcom, là, le projet alimentaire territorial. Et on a vu qu'en fait, oui, les gens consommaient local, bien plus que la moyenne française, malgré que les revenus moyens du territoire soient plus faibles. Donc on est sur quelque chose de hyper intéressant. Et enfin voilà, nous, le territoire, c'est les monts du Pilat, vraiment, plus que Saint-Étienne et Annonay. Donc je sais pas si c'est un autre type de territoire parce que c'est du rural. Mais c'est intéressant de voir ça aussi, je trouve, dans cette notion-là. Voilà. Juste donner une dernière petite référence sur la notion effectivement de participation des habitants pour les questions productives. Il y avait le projet Glocal Low-Tech qui a été fait en 2020, qui était le premier projet Low-Tech justement subventionné par l'ADEME en essor systémique de Low-Tech. Et justement, ils avaient travaillé cette notion avec une approche que je trouve assez originale en disant on va essayer de faire des ateliers citoyens pour faire émerger les besoins Low-Tech du territoire et puis après dans l'idée de faire un incubateur pour répondre du coup en fait de manière via la production à ce qui est sorti des ateliers avec les citoyens. Et donc ce rapport est très intéressant, il y a justement des fiches méthodologiques sur comment sont construits les ateliers, etc. Donc un exemple assez concret de quelques ateliers dans cette démarche. Moi aussi, je viens du Pilat, du coup, mais du coup, je comprends du coup la remarque. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que des personnes puissent se sentir incluses alors qu'elles ne viennent pas à la base de ce territoire-là et qu'elles ne sont pas forcément porteuses de ces histoires, de ces histoires-là. Moi, mes grands-parents, ils étaient parmi certains des pionniers de la coopération agricole dans les années 60, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de ça, parce que je viens de ça, mais du coup. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pas forcément de la région de base, qui peuvent pas se réclamer d'une ascendance, mais qui pourtant en fait sont les porteurs de cette culture-là, potentiellement des populations immigrées, immigrées que ce soit de France ou du Rhône, qui viennent jusqu'ici. De quoi? Oui, plus largement, ouais. Mais bien sûr. Mais du coup, cette notion de territoire-là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble aussi, quoi. Et du coup, il y a des gens qui viennent, notamment à Saint-Étienne, juste parce qu'ils ont entendu parler, enfin pas juste pour ça, mais notamment parce qu'ils ont entendu parler de gens sympas, accueillants, qui essayent de faire des trucs eux-mêmes, quoi. On a un micro, pardon. Oui, il n'y a pas de micro. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Timothée, au début de la présentation, il disait qu'un territoire low-tech, ça pouvait être aussi un territoire dans lequel les infrastructures sont low-tech. J'aurais bien aimé suivre un peu ce fil parce que pour moi, la définition de territoire, un territoire, c'est aussi des infrastructures de transport, de réseau, des infrastructures qui sont de plus en plus high-tech. Et je me demandais quelle pouvait être la place des low-tech finalement dans ces infrastructures qui font que l'on peut vivre. Je travaille en ce moment à Grenoble sur la question de l'eau et en fait c'est fou de découvrir quand même toutes les infrastructures qui permettent que l'on puisse vivre à Grenoble, que ce soit les barrages, les barrières hydrauliques, etc. Quelle est la place des low-tech dans ces infrastructures? Quelle pourrait être les valeurs positives, quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup d'exemples. Moi, c'est plutôt l'approche en disant comment on peut décrire les différents éléments qu'il y a en territoire. Et on a la low-tech, en fait, qu'est-ce que ça donne sur cet élément, sur cet élément, sur cet élément. Et je pense que c'est juste un truc, mais notamment en passant via les collectivités. Je sais que dans le rapport de Concarneau sur vers un territoire low-tech, ils disaient on est content parce que dans quelques documents un peu structurels, type PLU, etc., il y a quelques éléments qui, en fait, on sent ont été inspirés en fait de la démarche low-tech qui a un peu infusé sur le territoire, etc. Donc moi, c'est le seul élément que j'ai en tête, mais qui effectivement, je pense, quelque chose de vraiment très balbutiant, et pourtant qui a un point tout à fait intéressant. Mais donc pour l'instant, j'ai pas plus d'éléments que ça. J'ai un élément de réponse, alors qui vient pas de notre parcours en particulier, mais qui vient d'une démarche qui a été organisée par la ville de Grenoble, encore une fois, en prenant le sujet à l'envers. Ils se posaient la question ils ont une cellule, etc. Résilience face aux crises, etc. Et ils ont organisé différentes sessions de travail, entre autres avec les acteurs associatifs du territoire,
pour se poser la question de comment est-ce qu'on maintient un service public minimum en cas de crise pour tous les besoins de base. Eux, ils ont leur propre stratégie institutionnelle de municipalité, mais je trouvais super intéressant leur approche de se dire nous on va pouvoir parler à une certaine quantité de personnes qui ont confiance dans les institutions, etc. Mais il y a aussi de la défiance et en cela ils nous ont suggéré et invité à travailler ensemble en tant qu'acteurs associatifs pour travailler sur le pendant le pendant de la stratégie hors institution, pour voir travailler sur des scénarios où 2030 il y a invasion de moustiques porteurs de maladies. Comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'acteur associatif du territoire pour faire de la construction de moustiquaires, etc. Enfin, et amener ces réflexions-là. Alors pour les questions autour des réseaux d'énergie, d'eau, de traitement des déchets, de transport, c'est un gros sujet. Je sais que sur la partie transport, il y a eu des réflexions à la ville de Grenoble sur développer des machines pour pouvoir utiliser les rails de tram sans électricité, donc avec des vieilles machines mécaniques manuelles à pédales ou autres. Donc il y a des questions qui se posent. Pour l'instant, nous, elles ne sont pas traitées dans le cœur du projet de territoire, mais c'est des sujets qui, moi, m'intéressent pas mal. Et donc j'aimerais bien creuser ces trucs-là. Et ça fait aussi le pendant avec ce qu'on discutait au niveau des normes, que aujourd'hui notre dépendance à ces réseaux centralisés et contrôlés, etc., vient du fait que on a choisi ou pas de vivre dans cette société ultra normalisée. Et il y a plein de manières de faire différemment, de manière plus ou moins pirate. Aujourd'hui, boire de l'eau de pluie, c'est interdit en France. Il y a plein de gens qui le font. Et je pense que notre rôle aussi, typiquement en tant qu'association, c'est d'expérimenter ces trucs-là avec cette casquette pirate, et de se dire on aura des solutions à apporter, certes en dehors des cadres officiels actuels, mais qui dans des situations entre autres de crise pourraient devenir la norme. Sur la question des infrastructures, moi, ça fait typiquement partie de ce que j'appelle les ressources locales, qui ne sont pas, encore une fois, que les matières premières que tu peux avoir, mais justement partir du diagnostic de ton territoire. Je vais prendre un exemple très simple pour les Stéphanois, les infrastructures de transport, notamment train. En fait, elles conditionnent le territoire, elles racontent une histoire du territoire, des identités sur le département notamment, avec un peu un département qui est morcelé en deux. La connexion, en fait, elle se fait que entre Lyon et Saint-Étienne, très peu vers Clermont, alors que fut un temps, il y avait quand même beaucoup de liens qui allaient vers le Forêt et tout ça. Enfin voilà, en fait, pour moi, ça fait partie et du territoire et des ressources qui peuvent être négatives et donc contraignantes. Typiquement, pour moi, sur Saint-Étienne, l'infrastructure de transport en train ferroviaire est plutôt une ressource contraignante. Et c'est dommage. D'où le besoin aussi d'avoir dans ces projets-là des gens qui ont des compétences différentes à des échelles différentes. Donc de mettre des institutions, non pas que pour financer encore une fois, mais aussi pour dire, en fait, on a besoin que vous réfléchissiez telle infrastructure, le train dans mon exemple, pour améliorer la filière. Je prends une filière que je connais bien, la filière du textile. Il y aurait besoin de ce type de lien. Il n'existe pas et c'est dommage. Et tu vois, c'est un peu ça. Et un exemple pour le coup pour moi qui a été très bien fait, c'est dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Lilian, tu parles de tes grands-parents, je parlais des miens du coup. Non, je rigole. Mes grands-parents viennent de là quand même. Mais non, ils ont fait un truc hyper intéressant sur leur PAT. Ils sont allés regarder en fait les infrastructures du territoire et assez vite ils se sont tournés vers les écoles. Il y a des cuisines centrales ou des cuisines dans les différentes écoles qui sont inutilisées le soir pour certaines. Ils avaient besoin, les producteurs, les paysans parlaient depuis très longtemps d'avoir besoin d'endroits pour faire de la transformation. Et ils ont commencé à utiliser les cuisines centrales ou les cuisines d'école pour commencer à faire de la transformation. De fil en aiguille, il y a les associations d'hébergement d'urgence qu'on dit, mais en fait, nous, on a du public, on ne sait pas où le faire bouffer le soir. Il y a encore des créneaux libres. Donc, les producteurs qui utilisaient ça pour de la transformation ont commencé à utiliser ça et à faire des cantines un peu associatives pour faire manger
les personnes qui étaient à la rue dans les centres d'hébergement d'urgence. Et là, pour moi, ça résume tout. C'est ta façon de penser ta filière globalement, et c'est hyper intéressant, quoi. D'un truc qui était inutilisé, t'en as fait une richesse pour renforcer l'activité économique des autres, et en même temps, t'as mis de la solidarité par-dessus tout ça, t'as économisé tes ressources et t'as tiré un maximum de profit de tout ce qui se faisait de ton territoire. Donc, bravo Lons-le-Saunier pour cet exemple. Ah.